ravie de vous retrouver ce midi pour notre rendez-vous habituel. Vous êtes prêts pour le grand saut de la vie à deux, mais vous ignorez le processus à suivre. Rassurez-vous, avant d'aller dire oui devant Monsieur le maire, nous ici avec Bruno Souali, allons vous donner, vous montrer, vous dire la procédure à suivre pour y arriver, pour célébrer son mariage civil. Et comme tous les jeudis, on vous servira des astuces bien nettes, des informations glanées sur la toile. On va découvrir avec Miss Kenjon Roundé une nouvelle application et une référence assez particulière qui est d'ailleurs notre plat d'entrée ce midi. Bonjour à vous et bienvenue. Ariane Da Silva, bonjour. C'est quoi ce sourire? Bonjour Mylène, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour Ariane, bonjour Mylène. Vous êtes toutes deux très éclatantes ce midi. Vous êtes aussi éclatants. C'est sûr que vous devez avoir, vous devez donner envie à vos hommes de vous amener devant Monsieur le maire. Ah oui, et dans quelques minutes, tu vas nous donner le processus, la procédure à suivre. Justement. Je suis impatiente. On ira. Alors, notre aventure ce midi démarre par une descente dans une ferme dans laquelle on fait de l'élevage. Il propose également des produits propres à la consommation. Patrick Rompé est notre référence. Suivez plutôt. Moi, c'est Patrick Rompé. Je suis le promoteur de Bénin Agro Business. J'ai commencé cette aventure il y a 4 ans de cela. J'ai eu une formation en transport et logistique, une licence. Après la licence, je me suis inscrit en master, mais je ne l'ai pas terminé. Mais avant d'aller à la licence, après mon bac, j'ai eu à faire la médecine, j'ai fait la géographie et j'ai également fait le transit. C'est après le transit que je suis allé vers les transports et logistiques. Mais en master 1 de transport et logistique, je suis allé sur une formation où j'ai découvert les volailles dites poulet chair, qui sont des volailles à croissance rapide qui, en 2 mois, peuvent donner le rendement et nous fournissent assez de viande. Notre objectif, c'est de nourrir sainement la population béninoise avec des produits qu'on trouvera sur le territoire national. On ne produit pas que du poulet. On fait les poulets chers, les poulets bicyclettes, les canards, on fait les porcs, on fait les moutons, on fait les pigeons, on fait du poisson également. On fait également du lapin. Tout le long de ces années, cela m'a permis de m'aguerrir et de pouvoir m'atteler à la tâche pour pouvoir faire tout ce que je dis. Au début, quand j'ai commencé, je n'avais pour objectif que de faire du porc. Mais finalement, j'ai dû m'adapter à la situation. Parce que la consommation en volaille dans le monde, la volaille est d'abord l'aliment le moins cher. Donc, c'est pour cela surtout que je me suis investi dedans. Quand on prend les animaux, c'est nous-mêmes qui fabriquons l'alimentation. Parce qu'au cours de ma formation, j'ai eu à faire également la formation de provendeurie. Donc je sais comment donner à manger aux animaux. Quels sont les principaux nutriments qu'il leur faut, les besoins qu'il faut pour remplir, pour qu'il y ait la viande de qualité. Tout est fait de manière naturelle parce qu'on vise de nourrir sainement la population béninoise. Dans mon cas, au début de mes activités, j'avais déjà le cadre. Le cadre dans lequel je vous accueille aujourd'hui est la propriété de mon père. Mon père, il est issu d'un milieu rural et malgré qu'il ait un métier de formation, il s'est consacré également comme activité secondaire à planter des arbres, à l'agroforesterie. Donc c'était il y a un grand pas pour moi d'avoir le domaine. Plus souvent, c'est un des points qui empêche les gens. Les gens ont beaucoup de projets, mais ils n'ont pas les moyens ou ils n'ont pas l'accompagnement qu'il faut. L'investissement, comment ça s'est fait? Au début de mes activités, j'ai eu un peu d'accompagnement de mes parents pour lancer la première bande. Lorsque j'ai commencé, j'avais pris 250 poussins chers. Aujourd'hui, par exemple, on est à 1500 poussins chers. Dans l'agro-business, il y a du boulot, il y a de l'avenir. Parce que même quand on est malade, le médecin dit qu'il faudrait manger un peu. Donc tous les jours, qu'on soit bien portant ou pas, on mangera. Donc ce milieu ne chômera jamais.
Tout ce qu'on entreprend dans cette vie, ça prendra du temps. Mais à force de persévérer et de vivre les échecs, il faut les vivre et tirer des leçons de ça. Il ne faut pas dire non. L'entrepreneur, il doit accepter l'échec. L'échec fait partie de la vie de l'entrepreneur. Tout n'est pas rose. Depuis que j'ai commencé, depuis 4 ans, j'ai eu à tomber plusieurs fois. Mais toujours se relever. Parce que quand on se relève, on pourra gagner d'autres victoires. Les difficultés qu'on rencontre souvent dans le milieu, c'est principalement les difficultés de financement. Mais il y a aussi le soutien. Parce qu'un entrepreneur, il a besoin de soutien. Sans le soutien, il ne pourra pas croire, il aura du mal à avancer. Donc, c'est vrai, il doit croire en lui, mais il a besoin de soutien. Que ce soit financier, que ce soit émotionnel, tous les soutiens sont nécessaires. On a été formés souvent pour être des bureaucrates. C'est pour cela qu'il y a même des gens qui ont des masters en agronomie et qui vont s'asseoir dans des bureaux. Mais l'entrepreneuriat, c'est se prendre en charge et accepter de prendre en charge les autres. Parce qu'avant, quand moi je travaillais, et il y avait des problèmes où le DG ne payait pas, on est maltraité, on n'est pas bien traité. Tout ça nous sert d'expérience afin de savoir comment s'occuper de nos frères qui ont envie de nous accompagner, de travailler avec nous et pourquoi pas d'installer eux aussi leur ferme. Ariane, une belle définition de l'entrepreneuriat. Ah oui, une très belle définition de l'entrepreneuriat. Et ce qui me marque, moi, le plus, c'est quand il parle de soutien. C'est vrai, le soutien financier, il est important, mais en même temps, le soutien de l'entourage, des personnes, qu'on rencontre au quotidien et tout, c'est indispensable d'avoir ces personnes dans ses vies. Des personnes comme Bruno. Je pense d'ailleurs, Bruno, qu'il faut avoir assez de courage pour pouvoir se lancer dans ce domaine parce qu'on sait un peu comment ça se passe. Tu en perds et parfois tu en gagnes. Assez de courage, vous le dites si bien, il faut vraiment oser de faire de l'investissement dans l'élevage parce que tout ce que vous élevez, ça peut être sujet à tout moment à des pestes animalières et à tout moment vous pouvez perdre tout ou presque tout. Donc c'est vraiment un domaine assez risqué souvent de se lancer dedans. Et quand on se rend compte que juste au niveau des poussins, il a commencé avec 250, aujourd'hui il est à 1500, ça fait déjà 6. Il a déjà multiplié par 6, je dirais, ce qu'il a commencé avec. Donc je crois qu'il a beaucoup de réussite et c'est de l'expérience qu'il gagne chaque année ou chaque mois qu'il est dans cette activité. Et c'est tout à fait normal qu'il soit à ce niveau. Mais c'est surtout encourageant de voir ce genre d'exemple parce que quand il vous donne la définition de l'entrepreneuriat, partant de l'expérience qu'il a eue, d'avoir été employé sans salaire parfois ou salaire en retard, etc. et d'avoir choisi ce domaine-là assez porteur, mais risqué et qu'il fasse bien, qu'il réussisse. Je crois que c'est vraiment chapeau. Et tu as vu, il le fait sur des hectares. Le domaine, il est vraiment vaste. Oui, 5 hectares, si je ne me trompe, il est vraiment vaste. Il a la possibilité ce d'explorer domaine. assez de choses. Oui, beaucoup de choses, à part l'élevage. La preuve, c'est un domaine à viabiliser oui, au fur et à mesure. Déjà, il y a les arbres et tout. Il élève des lapins, des cochons. Il fait de la pisciculture. Donc, en fait, quand on a de l'espace, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Et je suis sûre qu'à la longue, il aura peut-être d'autres projets qu'il pourra développer sur ce terrain. Donc, on ne peut que remercier son père pour qui a mis à sa disposition ce terrain. Il a eu confiance également en lui. Oui, c'est pourquoi il faut toujours avoir des accompagnateurs, des gens qui sont toujours prêts à vous accompagner dans vos rêves, dans votre vision. Et quand c'est un père, c'est encore 2 fois plus de bénédictions. Donc, c'est un peu ça. Et ces produits, Ariane, tu as essayé l'un de ces produits? De la production locale. Oui, tu as essayé? Parce que, oui, je l'ai essayé. Vous savez, j'essaie toujours. Un samedi, je ne teste bon pas. de poulet rôti, c'est bien ça? J'ai compris les statuts maintenant le week-end parce que j'ai vu des statuts au point où j'ai demandé, mais Ariane, qu'est-ce qui se passe? Bruno, comment est-ce que je peux soutenir un entrepreneur sans peut-être, je ne sais pas, commander de ses produits? Ariane. Comment je fais? Ariane, c'est ma façon à moi de contribuer au développement de son entreprise. C'était pas un cadeau, j'espère. Non, c'était pas un cadeau. Parce que généralement, mais c'est non, ça. Si c'était un cadeau, est-ce que c'est votre problème à vous? Vous auriez aussi pu contribuer à notre développement personnel, à nous invitant on n'aurait pas dit non. Déguster les plats avec vous. Ça, non, mais en tout cas, c'est une personne très gentille quand même. En parenthèse. Soyez la prochaine fois. En parenthèse. Et puis, l'avantage aussi de la production locale, Mylène, c'est que vous connaissez
l'origine en fait des L'origine, produits oui. que vous consommez. Il a dit durant sa formation, il a été formé à fabriquer lui-même les proventes qu'il donne à ses animaux et tout. Donc, quand vous consommez ces produits, peut-être qu'il vous arrive quelque chose, au moins vous savez, vous pouvez retourner à la source et voir un peu pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. Mais bon, c'est pas évident que ça se passe comme ça. Merci à toi. C'est moi qui vous remercie. Alors, devant Dieu et devant les hommes, ils se sont dit oui pour la vie, pour le meilleur et pour le pire, dans un long baiser, Bruno. Ah, ça, voilà, je crois que vous avez déjà bien planté le décor. Vous êtes vraiment inspiré à ce sujet. On doit chercher ce qui se passe Peut-être qu'il y a des véritablement. projets, qui sait. C'est sûr. On parle bien sûr de mariage, mais avant de nous dire oui sur ce plateau, sur le plateau du rendez-vous de midi, il faut qu'on découvre, qu'on connaisse le processus et c'est dans Autant Savoir. Le mariage civil au Bénin trouve tout son fondement dans le code des personnes et de la famille. Les conditions à remplir, c'est qu'il suffit juste d'avoir 18 ans pour contracter un mariage civil au Bénin. Maintenant, il y a ce que nous appelons une disposition dérogatoire. Même à défaut des 18 ans, la loi vous permet de contracter des mariages, mais dans quelles conditions? Il faudrait que les parents vous donnent l'autorisation. Donc, en plus des autres pièces, il faut ajouter l'autorisation parentale si vous n'avez pas encore 18 ans. Pour contracter un mariage civil au Bénin, ce qui déclenche la procédure, d'abord, c'est la demande. Les deux expriment le besoin d'aller à un mariage, d'aller au mariage civil. C'est ce qu'on appelle la demande. Et puis nous remplissons. Et puis les autres pièces. 1. L'acte de naissance légalisé des deux conjoints. La photocopie légalisée de la carte d'identité nationale des deux conjoints. Et il faut également ce que nous appelons le certificat de nationalité des deux conjoints. Il faut avoir, ça là c'est une pièce nécessaire, le certificat des examens prénuptiaux. Ça c'est un certificat qui délivre ça et qui montre que les deux sont aptes plus tard de procréer. Sans ça, on ne pourra jamais faire le mariage. Pour avoir le certificat de célibat et de couture, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que la même personne, selon le code qui est en vigueur, ne saurait contracter de mariage avec plusieurs personnes, avec plus d'une personne à la fois. C'est interdit. Le certificat, c'est ça qui témoigne que vous n'avez jamais, par le passé, contracté un mariage. Et ça se délivre dans la commune d'origine, de naissance. Dans la commune d'origine de naissance, là où vous êtes né, c'est cette commune-là qui est habilitée à délivrer ce certificat. Après le mariage, nous mettons à la disposition des conjoints un livret de famille. C'est nécessaire, obligatoire. Et les témoins aussi. Voilà. Je supposais qu'ils sont déjà mariés. La loi fait obligation de disposer de 2 témoins. Et ces 2 témoins doivent disposer de leur certificat de leur carte d'identité nationale. Maintenant, est-ce que la loi fait obligation aux témoins de faire au préalable de mariage civil? Pas systématique. Quand vous déposez les dossiers, c'est après étude. Là, il faut aller déposer tout ce que nous avons cité comme pièce là, 3 semaines avant. Quand vous finissez de déposer votre dossier, nous disposons d'un délai de 3 semaines. C'est après ce délai que vous pouvez passer, puis on peut vous faire votre programmation pour dire à quelle date on s'attend. La loi permet à un étranger de contracter de mariage civil au Bénin. Parce qu'il faut distinguer, il faut nuancer. Un étranger avec un Béninois, le plan ne se pose pas. Juste, il faut ajouter le certificat de nationalité de l'autre étranger dans les dossiers.
la loi ne dit rien. Mais lorsqu'il est question de deux étrangers, c'est en cela que la loi demande aux futurs mariés d'aller au niveau de leur ambassade pour prendre ce que nous appelons le certificat de capacité. Il faut distinguer deux types de régimes. La communauté des biens et le régime monogamique avec la séparation des biens. La communauté des biens, on parle de communauté des biens lorsque les deux époux, au préalable, sont allés voir un notaire pour rédiger un contrat de mariage en bonne et due forme. Et là, ça aboutit systématiquement sur ce que nous appelons la communauté des biens. Ça, c'est le premier type de régime. Et c'est dans l'exception. Sinon, le régime normal au Bénin, c'est la monogamie avec la séparation des biens. La loi a fait une vertu à ce niveau. Et là, c'est contenu dans le Code des personnes de la famille à partir des articles 101 à 104. Il faut aller systématiquement au niveau du tribunal de première instance, de là où on avait célébré le mariage, là où le mariage a été célébré, et en faire la demande. Et c'est le juge qui est habilité à faire mention et faire injonction au célébrant, même à défaut, et à son remplaçant, de faire mention dans le régime, dans le registre. Bruno? Voilà, vous avez les informations qu'il faut pour vous engager au mariage civil. Revenez surtout sur le dossier à constituer. C'est un dossier qui est très important parce que c'est un dossier qui renseigne largement l'officier d'état civil sur le couple qui vient pour contracter le mariage du point de vue sanitaire d'abord. Donc, on peut se demander pourquoi un officier d'état civil a besoin de savoir la santé. Oui. Oui, il a besoin de savoir. Donc, c'est pourquoi il y a le certificat des examens prénuptiaux qui démontre que voilà, vous êtes compatible. Il y a aussi le certificat de nationalité, voilà, pour s'assurer que voilà, vous êtes des Béninois. L'officier d'état civil se rassure que dans votre dossier, vous êtes vraiment apte pour le mariage du point de vue sanitaire. C'est pourquoi dans la liste des pièces à fournir, vous devez aussi fournir votre certificat de célibat, et l'homme et la femme, pour que l'officier d'état civil soit sûr que les deux gens qui viennent se marier, il n'y a pas déjà la femme qui avait déjà contracté antérieurement un mariage civil, ou que l'homme antérieurement n'avait pas contracté un mariage civil, toujours en cours. Donc cette pièce-là aussi, elle est vraiment capitale dans le dossier, puisque le régime par défaut au Bénin, d'accord, le régime commun au Bénin, c'est le régime monogamique avec séparation de biens. Donc monogamique vraiment. Et donc voilà, on ne peut pas permettre à quelqu'un qui avait contracté un mariage, mais qui est toujours en cours de venir se marier à nouveau. On ne fait pas mariage sur mariage, quoi. Ariane, on le sait, Bruno, il a déjà fait le grand saut. Ah oui, ce serait bien qu'il partage avec nous son expérience. On n'allait pas partir comme ça, je suis désolée. Mon expérience, bon, ça n'avait rien de, voilà, rien de particulier. Sérieusement? Non, rien de particulier. Je me suis marié comme tout le monde. Et voilà, après, c'est un jour spécial. La sensation. Et vous devez déposer votre dossier 3 semaines avant. Enfin, vous fixez la date, parce que ça aussi, l'officier d'état civil ne s'y mêle pas vraiment. Vous fixez votre date, juste que vous déposez les dossiers 3 semaines avant. Bon, après, c'est un grand jour. Les amis sont là, et vos témoins. Et voilà, vous avez le sentiment de faire un pas de plus dans la vie, de vous engager officiellement et de tourner dos à une autre vie aussi. Donc, voilà, c'est vraiment particulier. Juste s'il faut partager une anecdote, l'officier d'état civil, après les échanges de vœux, m'avait demandé d'embrasser mon épouse, mais je ne pouvais pas. Pourquoi? Je ne pouvais pas à ce moment-là. Non, pas pour l'éducation. Non, c'est un grand jour, c'est permis. Mais parce que pour des contraintes religieuses, je n'avais pas encore contracté le mariage religieux. Donc, il ne m'était pas permis religieusement d'embrasser mon épouse. Donc, c'est l'anecdote que j'ai à raconter. Mais comment vous avez géré ça finalement? Vous avez dit donné non? une accolade. Ça a fait bizarre à l'officier d'état civil. Mais voilà, il a pris ça comme ça. Merci à toi. Alors, allons voir si M. Pellemel est toujours un cœur à prendre.
Amégan. Bonjour Mylène, bonjour Rebecca, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver, vous le savez, sur le rendez-vous de midi. C'est toujours donc un plaisir. Alors, tu réponds à ma question? Je vais lancer un appel à candidature bientôt. Rebecca Kenjaounde. Mylène Bonjour. Fanon, bonjour. Bonjour Ayman Amégan. Bonjour aux téléspectateurs. Ravi de vous retrouver. Encore à prendre? Non. Oh, Le nom est catégorique. Oui, Ah vraiment. oui, il le faut. Ah ben, tu l'as dit. Oui, ça peut aller. Ah ben, tu n'as pas posé la question à Ayman, hein? Si, il a répondu. Oui, je vais lancer un appel à candidature. Il faut un Ben, dépôt de dossier de avec toute façon, frais d'études de dossier. Eh bonne. Oui, frais d'études de dossier. Ah non. Tu le sais, c'est un Tu es homme. vraiment donc, franchi je le comprends. Ah pas. non, mais- je plaisante, c'est un cœur scellé. Voilà, donc... Alors, il y a Raymond, plus rien, il n'y a plus d'espace. l'Américain Chadwick Boseman, la vedette de Black Panther, est décédé. C'est après une bataille, Mylène Rebecca, contre le cancer menée pendant 4 ans en privé que la star du succès planétaire des studios Marvel, Black Panther, est décédée à 43 ans, diagnostiquée d'un cancer du côlon en 2016. Chadwick Boseman n'avait jamais publiquement parlé de son état et avait continué à tourner sur les plateaux des grands films hollywoodiens tout en subissant d'innombrables opérations et chimiothérapies, a précisé sa famille. Avec Black Panther sorti en 2018, Boseman était devenu le premier super-héros noir à qui un film de la franchise Marvel était entièrement consacré. Avant ce rôle le plus important de sa carrière, Boseman avait incarné la légende du baseball Jackie Robinson dans 42 de Brian Egeland en 2013, le plus gros succès de l'histoire de Hollywood pour un film de baseball. Plus récemment, il était apparu dans Da Five Blue de Spike Lee. Il devait en outre reprendre le rôle de T'Challa dans un deuxième opus de Black Panther prévu pour 2022. Malheureusement, ce ne sera plus lui, Mylène, né en Caroline du Sud. Boseman est fils d'une infirmière et d'un petit entrepreneur. Il avait aussi des origines en Sierra Leone. Comment les fans de Hollywood ont appris la nouvelle? Bah, tout comme Rebecca et toi, c'était donc un peu comme un coup de massue pour eux, surtout la communauté noire africaine qui voyait donc en lui un super-héros. Black Panther a véritablement augmenté sa cote. Je vous laisse ici suivre leur réaction. C'est malheureux. Cela m'a beaucoup impacté en tant que noir. C'était le premier super-héros noir et je suis allé au cinéma le voir. Cela m'a beaucoup appris. Alors ça me fait mal. C'était un grand acteur. Il nous a rendus fiers. Pour les Afro-Américains, ce qu'il a fait, les rôles qu'il a joués, c'était une grande source de fierté. C'était un grand pas en avant pour le mouvement en faveur de la diversité, de voir une personne de couleur représenter et jouer le rôle principal dans un film de super-héros. Il va rester comme l'un des plus grands super-héros et acteurs de dessins animés. C'est juste formidable. Les fans de Hollywood donc qui sont abasourdis, qui sont malheureux donc du décès de Boseman. On le sait tous autant que nous sommes, on a suivi donc Black Panther. Ça a été annoncé à grand renfort médiatique. C'était annoncé pour être le premier film dont le super-héros est un noir et on n'a pas été déçus en tout cas. Donc on va dire Wakanda forever. Oui, Wakanda. Ouais. Rebecca, tu as appris la nouvelle? Oui, comme tout le monde, et vraiment, vraiment, cela m'a dévastée quand on sait ce qu'il représentait pour nous, ce qu'il représentait pour l'univers cinématographique. C'était quand même un héros. un coup dur. Un Ça a héros, été un vrai un héros. vrai héros. Donc, ça a été un coup très dur pour nous. Donc, tu vois, j'ai Voilà. même pas les mots pour exprimer en fait ce que je ressens là, mais bon, ainsi va la vie. On prend sur nous et puis on avance. On avance, tout simplement. Alors on en vient à cette requête que le Burundi envisage de formuler à la Belgique et à l'Allemagne. Alors, le Burundi envisage de réclamer 43 milliards de dollars à la Belgique et à l'Allemagne pour les torts causés pendant la colonisation. Puis ici, les explications de l'historien concernant, bien sûr, cette requête et ce qu'il propose. En 1896, l'Allemagne a envahi le Burundi, a attaqué le Burundi et après avoir vaincu le roi, il lui a imposé de payer une amende de 424 têtes de vache. Les chercheurs économistes et vétérinaires ont fait ces calculs et ont trouvé le chiffre qui est de 43 milliards de dollars. Voilà en fait
la compensation en termes de monnaie. Et la continuité de l'État exige que les dirigeants du Royaume de Belgique aujourd'hui reconnaissent et demandent pardon pour les crimes commis au Burundi. Et là, il faut qu'il y ait une restitution des archives. Et d'ailleurs, pour construire ces infrastructures, la Belgique en avait détruit d'autres, surtout l'infrastructure morale. Le dieu burundais, Imana, avait été détruit de fond en comble en détruisant les sites mémoriaux comme Mugera, comme Bukeye, comme Kibumbu, ainsi de suite. Voilà, donc il y a un peu comme actuellement un lever de bouclier dans beaucoup de pays et surtout la restauration de l'histoire au Bénin, on en parle. Maintenant, c'est le Burundi qui veut réclamer de l'argent à la Belgique et à l'Allemagne. 43 milliards de dollars, il faut le dire, hein, c'est quand même beaucoup. Enfin, c'est pas rien non plus. Je me demande si le Bénin devrait aussi engager de telles procédures. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va, on attend de voir, Après, on n'en est pas encore là. On se demande surtout si ce n'est pas abusé. Est-ce qu'on pourra vraiment avoir réparation? Si ça devrait, la réparation devrait équivaloir à un coût, je crois tout l'argent du monde ne suffirait pas parce que c'est quand même un tort moral et psychologique qui ont été causés par moi. Et plus intéressant, tu nous amènes à la découverte de Jean-Baptiste Alaise. Alors, Jean-Baptiste Alaise est né au Burundi en 1991, à la veille d'une guerre civile. À l'âge de 3 ans, il est victime d'un conflit et doit être amputé d'une jambe. Il arrive en France le 12 juillet 1998 afin d'être appareillé et adopté. Il est donc finalement adopté à Montélimar. Il court aujourd'hui avec une prothèse en carbone spécialement conçue pour la compétition handisport. Jean-Baptiste Alaise est quadruple champion et recommande du saut en longueur des moins de 23 ans. Il a été sélectionné pour la première fois en équipe de France élite en janvier 2011 à l'occasion des championnats du monde de handisport. C'était en Nouvelle-Zélande. Il se raconte ici. Je change de jambes et comment on peut dire, de jantes. Voilà. Là, je vais ma Bugatti Veyron. Connaître la mort à l'âge de 3 ans, voir le tunnel et la lumière qui s'éloigne de plus en plus, c'est des images et des mots, des choses fortes. Chaque fois que je ferme les yeux, j'avais les flashs. Flash de quand je voyais ma mère et quand je nous exécutais devant mes yeux. Et donc j'avais beaucoup de mal à essayer de tourner à la page. Voilà, c'est ma vie. Depuis que je suis né, je cours contre des problèmes, des gens qui veulent du mal, la mort, tout ce que tu veux. Mais ma force qui fait que je ne m'arrête jamais. Quand je suis arrivé ici, waouh, je ne savais pas que c'était possible. J'avais perdu ce côté où on pouvait être aimé par un homme blanc, comme on peut dire. C'est pour ça que j'arrive toujours pas à comprendre comment le racisme arrive à s'installer, sachant que quand je vois mes parents qui sont blancs, moi qui ai un enfant noir, ils m'ont aimé comme un enfant comme tout le monde. Il n'y a jamais eu de racisme. Je me rappelle quand j'étais petit, avec ma mère, on a couru pour essayer de survivre. Parce que les mecs ils nous ont couru après avec les machettes. Donc on a couru, puis on a pas réussi à courir loin. Et du coup on s'est fait exécuter en gros à 40 mètres de la maison. Et donc en fait, quand j'ai mis mes premières pas sur la piste, j'avais l'impression que je cours le plus longtemps possible, pas qu'on me rattrape. Je me rappellerai de ma première nuit, après cette séance d'entraînement, c'était waouh. Je me suis senti vidé d'esprit, libre. J'ai l'impression qu'il n'y avait plus de problème dans ma tête parce que mon énergie, ma haine, elle était concentrée sur la piste. Donc j'essaierai d'aller jusqu'au bout, mais si je n'ai plus de sponsors, si je n'ai plus rien, je ne vais pas courir après les gens. Moi j'ai arrêté de courir après les gens, je suis fatigué, j'ai 29 ans. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire.
gagner des médailles, avoir l'image. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'appartiens à personne, j'appartiens même plus à mon pays, la France. Donc, à un moment donné, je préfère vivre ma vie et voir avec le temps. Jean-Baptiste Alès, donc, qui se racontait à l'instant, c'est un exemple, un archétype de détermination. C'est pour dire, quelque part, le handicap, ce n'est pas une fatalité. Merci à toi. Merci, tout le plaisir était pour moi. Alors, Rebecca nous appelle tous ce midi à travers une application Yomi. Rebecca, Yomi, c'est quoi? C'est déjà en fond, hein, Yomi. Oui, c'est déjà en fond. On va en savoir un peu plus. Je pense que le jeudi passé, on était au Congo. Oui, cette fois-ci, on est au Bénin pour parler d'une application béninoise, Yomi, telle que tu le disais. Appelle-moi Enfant, une plateforme mise en place. Déjà, je vous invite à suivre cette petite vidéo tutoriel qui nous renseigne davantage sur l'application. Aujourd'hui, on peut acheter n'importe quel bien sur Internet en un clic. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un service, c'est toute une galère. Quand on a besoin des services d'un professionnel, le réflexe de base, c'est de demander aux proches ou de faire le tour du quartier ou de la ville dans l'espoir d'en trouver un. Mais le véritable problème, c'est que nous perdons du temps à passer des dizaines de coups de téléphone. Nous perdons de l'argent car nous n'arrivons jamais à comparer les offres des professionnels pour choisir la meilleure offre. Et pire encore, nous courons le risque de tomber sur un professionnel incompétent. N'existe-t-il pas un moyen plus facile et efficace pour trouver et engager le bon professionnel? Yomi, la place de marché qui facilite l'accès aux services de proximité pour tous vos besoins de plombier, DJ, dépanneur informatique, femme de ménage, maquilleuse professionnelle ou tout autre professionnel. Faites-nous juste part de vos besoins en répondant à quelques questions sur le type de service que vous recherchez. En quelques instants seulement, nous vous proposons les offres des meilleurs professionnels à proximité, conformément à votre demande. Comparez leurs offres, visitez leurs profils et réalisations passées, analysez les avis de leurs anciens clients, puis engagez le professionnel qui vous plaît en l'appelant. C'est facile, c'est gratuit, et en plus vous économisez du temps et de l'argent. Cours de danse, dépanneur téléphone et tablette, photographe, vulcanisateur, jardinier. Pour tous vos besoins en service, ne cherchez plus. Les meilleurs professionnels viennent à vous. Yomi. Et voilà, Mylène. Je suis sûre que les questions qui te brûlent je vais toutes les poser. Voilà. Et il est là pour nous éclairer davantage. Lui, c'est Jean-Vivien Dan Bekounou. Il est CEO et fondateur de la plateforme Yomi. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Chez vous? Ça va très bien. Alors, au-delà de ce que nous avons vu dans la vidéo, Yomi, c'est quoi? Merci beaucoup. Yomi, c'est une application mobile et web qui permet aux utilisateurs de réserver un service des prestataires proches de leur résidence. C'est-à-dire que vous soyez à la recherche d'un plombier pour réparer une fuite d'eau ou d'un jardinier, d'un graphiste. Yomi vous permet d'avoir le meilleur au meilleur prix et très sérieux. Donc c'est à peu près ce que nous faisons à Yomi. D'accord. Alors, oui, pourquoi avoir créé une telle application? Quelle était l'idée derrière? Est-ce que c'est parti d'un constat? Oui, et pendant qu'on était en forte période de délestage en 2015, j'avais eu de sérieux problèmes à trouver un prestataire pour réparer mon groupe électrogène qui était tombé en panne. Donc, fort de ce constat, j'ai remarqué que les petits services, les petits métiers n'avaient pas un cadre formel où vous et moi, vous pouvez aller facilement trouver un professionnel pour satisfaire vos besoins en service. Et c'est de là l'idée m'est venue de créer une plateforme où nous allons répertorier les meilleurs professionnels par zone et permettre à tout le monde de pouvoir accéder facilement. D'accord. Alors, comment intégrer cette plateforme quand on est artisan ou professionnel? Comment intégrer la plateforme Yomi? Pour intégrer, c'est très simple. Il suffit de télécharger l'application sur Play Store et de s'inscrire. L'inscription est gratuite. Et les professionnels s'inscrivent, mais il y a une étape de validation avant que leur profil ne soit visible sur la plateforme. Parce que nous tenons sur la qualité des professionnels qui sont sur la plateforme pour permettre
à ce que les clients soient satisfaits. D'accord, on va vous permettre d'ajuster très rapidement votre masque. Merci. Alors oui, je suppose que l'idée, c'est de valoriser le travail de tous ces artisans béninois, mais en même temps, quels sont les critères en fait pour être membre de cette plateforme? Quels sont les critères? Est-ce que la qualité n'y est pas? Comme je le disais tantôt, en tant que professionnel, tout le monde peut s'inscrire. Mais il y a des étapes de validation pour que votre profil soit visible. Quelles sont ces étapes-là? Les étapes, c'est que nous faisons une petite enquête pour voir si le professionnel a les compétences requises pour faire ce travail. Et deuxièmement, nous allons même sur le terrain pour aller vérifier si réellement il fait le travail et s'il a un endroit propice à ça. Et c'est suite à tout cela que nous validons son profil. Mais au-delà de ça, nous avons aussi des professionnels recommandés. Ceux-là, c'est la satisfaction 100%. Et là, nous avons un contrat avec eux où ils sont obligés de faire le travail de la plus sérieuse possible. D'accord, alors mais quand je suis un citoyen béninois, je télécharge la plateforme, donc j'ai accès au service de ces professionnels, mais quand le travail n'est pas bien fait, à qui me plaindre? Est-ce que vous avez mis en place, je ne sais pas, un service après-vente pour les réclamations, les plaintes et autres? Bien sûr, nous avons un service clientèle que les clients appellent très souvent. Et dès que nous mettons en contact le particulier avec le professionnel, nous suivons les étapes. Nous appelons le professionnel pour savoir où est-ce qu'il en est. Des fois, nous descendons sur le terrain pour voir si le travail est bien fait. Et à la fin, le client doit noter le professionnel pour permettre aux futurs utilisateurs de faire un bon choix. Donc, il y a un système de notation sur la plateforme et puis c'est comme ça que nous fonctionnons. Ça permet aux professionnels aussi de renforcer leurs compétences. Parce que si quelqu'un te note mal, c'est sûr que d'autres personnes ne vont pas te choisir. Donc, ils sont obligés de faire mieux, davantage, et puis c'est bien pour la corporation. Mylène, tu as... Oui, je veux bien savoir, est-ce que le coût n'est pas élevé? Parce que aller vers un artisan, moi-même, un artisan qui a son propre compte, la facture ne serait pas au même niveau, ce serait plus salé chez vous? Du tout, parce que nous, on n'intervient pas dans la négociation du prix. C'est le client même qui négocie avec le professionnel. Et ce que nous offrons en plus, c'est que généralement, quand nous voulons faire un service, on appelle directement un professionnel. On ne sait pas s'il nous tasse ou pas. Oui. Mais avec Yolomi, vous avez la possibilité d'avoir au moins 3 devis différents, de comparer les devis, de négocier, et c'est celui qui vous offre la meilleure le meilleur prix que vous choisissez. Et ça diminue votre facture. Mais on lui paye son déplacement, n'est-ce pas? Mais tout est compris dans la prestation. Mais dans ce cas, qu'est-ce que vous gagnez? Vous avez juste mis en place une plateforme pour aider les professionnels, les artisans. Vous, en retour, vous gagnez quoi? Ou bien c'est un partenariat? Non, au finish, on prend une petite commission chez les professionnels. Est-ce que cela ne va pas amener le professionnel à augmenter ses tarifs? C'est pourquoi je vous disais, vous avez la possibilité de comparer les offres de plusieurs. Et c'est la personne qui vous offre la meilleure le meilleur prix que vous choisissez. Donc, ça diminue systématiquement la facture. D'accord. Alors, Yolomi, est-ce que l'application est fonctionnelle hors connexion? Non, pour le moment, non. Mais nous avons un call center où les gens peuvent appeler. Si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer les applications, vous appelez le call center et vous donnez la résidence, le service que vous voulez. On vous envoie le professionnel proche de vous. D'accord. On rappelle très rapidement aux téléspectateurs que la plateforme, enfin l'application est quand même téléchargeable sur toutes les plateformes de téléchargement en ligne. Oui. Merci à vous, Jean-Vivien Ngekounou. Merci beaucoup. Pour cette innovation qui rentre une fois en plus dans l'univers de tout ce qu'on appelle l'écosystème du numérique au Bénin. Merci beaucoup. Merci à toi, Rebecca. Le plaisir est pour moi. Et tu sais, après s'être dit oui pour le meilleur et pour le pire, il faut quand même qu'on ait des enfants. Oui, forcément. Alors oui, ce midi, on se penche sur un sujet à la fois important et délicat pour la femme enceinte, c'est l'échographie. Quelle est sa place dans la grossesse d'une femme? Combien d'échographies faut-il faire pendant la grossesse et quand faut-il le faire? Vous aurez les réponses à toutes ces questions dans Bien-être. Marcel, bonjour. Bonjour Mylène.
La dame qui s'occupe des femmes enceintes sur le rendez-vous de midi. C'est bientôt votre Ou des femmes tout simplement. Amen, En tout cas. Inch'Allah. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Alors, on parle de l'échographie ce midi. Exactement, on parle de l'échographie qui est un examen d'imagerie médicale qui utilise des ultrasons. Nous avons le technicien sur ce plateau, il nous expliquera davantage ce thème. Mais déjà, il faut dire que l'échographie est surtout connue pour les cas de grossesse. Dans ce cas, on parle d'échographie pelvienne. Eh bien, quel est le rôle de l'échographie dans le processus de la grossesse? Pourquoi semble-t-elle être si obligatoire? Et quelles sont les conséquences que pourrait engendrer justement le non-respect de cet examen dans le processus de gestation? Nous allons essayer de trouver des réponses à toutes ces questions sur cette rubrique avec notre invité. Il s'agit de Komlan Agossou, docteur Komlan Agossou, voilà. Il est gynécologue obstétricien. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Bonjour docteur. Bonjour. Alors nous parlons d'échographie, mais avant je voudrais vous laisser visualiser ces images qui nous expliquent davantage ce que c'est que l'échographie. Un mois et demi à peu près de grossesse là. Un mois et demi maximum. Et là, on est à l'extrémité. Là, on voit une coupe, on va dire, de face, qui montre la tête à ma droite. Et à la gauche, l'extrême gauche, il y a les fesses. Là, c'est un profil. Ah, d'accord. C'est un profil de l'échographie à peu près vers 12 semaines qu'on a projeté sur un ventre. Oui. Et donc voilà, vous avez plus d'images sur ce que nous pouvons appeler échographie, le processus. Et vous étiez justement en train de nous parler de l'échographie. En quoi consiste réellement cet examen médical? L'échographie obstétricale, oui. Parce que là, il s'agit de l'échographie au cours de la grossesse. Donc, c'est l'échographie obstétricale. D'accord. Et l'échographie pelvienne? L'échographie pelvienne, c'est l'échographie en dehors de la période de grossesse en général. Okay. Donc, c'est l'échographie en période que nous appelons gynécologique de façon abusive, si on peut dire. D'accord, ok. Donc, l'échographie obstétricale, c'est une échographie pelvienne, mais qui peut devenir abdominale. En fait, c'est une question d'anatomie, en fait. Le pelvis, c'est le bas-ventre. Donc, l'échographie pelvienne, c'est l'échographie qui se fait sur le bas-ventre. Mais la grossesse, elle se développe jusque dans l'abdomen et un peu au-delà de l'ombilic, jusqu'à la fin de la grossesse. Donc, l'échographie obstétricale au cours de la grossesse, elle est non seulement pelvienne, mais elle devient abdominale quand la grossesse va vers le terme. Donc, voilà la différence entre l'échographie pelvienne et l'échographie obstétricale. Mais pourquoi cette échographie, cet examen semble-t-il être très obligatoire dans le processus de gestation chez la femme? Bon, écoutez, c'est une aubaine déjà de pouvoir voir désormais à travers la personne ce qui se passe, ce qui se déroule. Pendant longtemps, quand il n'y avait pas l'échographie, on n'avait pas d'autres informations que la palpation. Donc la palpation, le toucher vaginal combiné à la palpation de l'utérus pour apprécier le volume de l'utérus. Donc il y a un risque d'erreur très important de dire et de faire croire à une femme qu'elle est enceinte alors qu'elle ne l'est même pas. Par exemple, parce que si vous avez une tumeur de l'utérus, un fibrome par exemple, l'utérus va grossir comme si il y a une grossesse, mais en fait, il n'y en avait pas une. Donc, l'échographie a cet intérêt de nous permettre de voir exactement ce qui se passe à l'intérieur de l'utérus. D'être sûr qu'elle est vraiment enceinte. Et si possible, de combien de mois de grossesse elle a déjà dans son ventre? Voilà. Et on en vient pour dire que l'absence des règles ne veut pas dire la grossesse. La femme peut être en aménorrhée pour dire qu'elle a perdu les règles, mais ne pas être enceinte, parce qu'il y a un souci.
Parce qu'il y a un problème dans son hormonologie qui fait que elle est en arrêt de règles, mais elle n'est pas enceinte. D'accord. Mais à quel moment intervient cet examen? À combien de mois de grossesse déjà peut-on réaliser une échographie chez la femme enceinte? Alors, l'échographie se réalise à tout moment où on a besoin. C'est d'abord ça. Mais de façon réglementaire, il y a 3 échographies obligatoires qui permettent de suivre une grossesse de façon correcte. Il y a une première échographie qu'on appelle l'échographie de premier trimestre. Donc, ça a lieu autour de 2 mois et demi. Ça permet de donner un âge réel à la grossesse, donc de confirmer la date des dernières règles. Donc, j'ai dit 2 mois et demi environ, 12 semaines. Et ensuite, il y a une deuxième échographie qui va se faire autour de 22 semaines, donc à peu près 5 mois, vers la fin du 5e mois, on va dire. Et cette échographie, elle permet d'apprécier la croissance du fœtus, mais surtout de faire une analyse détaillée des différents organes, des différents éléments, de leur mise en place et de leur normalité. Et le dernier? Et donc, c'est cette échographie fameuse qui permet de connaître le sexe de l'enfant. Bien sûr. Et le dernier se fait au 3e trimestre, complètement vers la fin de la grossesse, donc après 7 mois et demi, mais avant la fin du 8e mois. Mais est-ce que le fait de ne pas réaliser une échographie pendant sa période de grossesse peut prédisposer la femme à des complications? Alors, ne pas réaliser une échographie pendant la grossesse, cela veut dire ne pas avoir précisé l'âge de la grossesse, donc avec un risque qu'un accouchement se fasse avant le terme. C'est aussi un risque que l'accouchement se fasse au-delà du terme, avec donc un risque que le fœtus décède, puisque si la grossesse est au-delà du terme qu'il faut, on risque de perdre le fœtus. Mais au-delà, la possibilité de savoir qu'il y a des anomalies pour lesquelles la grossesse ne devrait peut-être pas continuer à évoluer. Au-delà, la possibilité de savoir aussi des complications liées par exemple à la position du placenta qui indiquerait un accouchement plutôt par voie opératoire qu'un accouchement par voie normale par exemple. D'apprécier le volume du petit pour savoir si oui ou non on devrait laisser la femme accoucher. Parce que si le bébé est plus gros que 4 kilos, l'accouchement par voie basse est très compliqué. Donc disons que c'est une étape très importante qui aide la femme à accoucher dans de meilleures conditions. L'échographie est indispensable. Grâce à ça, le suivi de la grossesse est une chose réelle et correcte. Et qu'est-ce qui peut faire alors l'échographie? Alors, l'échographie est un examen dédié aux spécialistes. Alors, 2 types de spécialistes courants. C'est le gynécologue obstétricien, le plus courant, mais aussi le médecin radiologue. Donc, le médecin radiologue qui a son diplôme d'échographie obstétricale peut et fait partie des personnels compétents. De temps en temps, certaines sages-femmes sont compétentes également pour avoir fait la formation nécessaire. Mais actuellement au Bénin, les personnes compétentes vraiment, c'est surtout les médecins gynécologues et les médecins radiologues. Alors nous allons finir par quelques conseils à toutes ces femmes enceintes qui ont peut-être envie ou bien qui doivent recevoir des conseils d'un gynécologue pour mieux porter leur grossesse. Alors, pour mieux porter votre grossesse, la première chose, c'est de tout faire pour faire votre première consultation au plus tard au 3e mois. Et à cette consultation, de faire une échographie. Cela permet d'avoir une idée claire de ce qui se passe au sein de la grossesse. Alors, je profite pour rappeler que nous sommes dans la semaine du corps médical. C'est votre semaine depuis le mardi 1er septembre. Vous étiez en fête. On vous dit merci pour tout ce que vous faites pour l'humanité, pour la santé des Béninois et des Béninoises. Et pour on souhaite, nous, femmes surtout, voilà. Pour nos enfants et tout. Voilà. Si vous avez un mot à placer dans ce sens, on vous laisse sur le plateau. Alors, c'est notre sacerdoce de nous occuper de la population.
Et là, nous sommes en train de faire une semaine que nous consacrons pour célébrer l'activité médicale. Un certain nombre d'activités sont en cours. Là, actuellement, dans chaque département, nous sollicitons des dons volontaires de produits sanguins pour appuyer les services départementaux de transfusion sanguine. Donc, dans le littoral ici, à Cotonou, au champ de foire, là, à la faculté de médecine, il y a une équipe aujourd'hui, demain et après-demain pour recueillir les dons pour sauver des vies. Merci beaucoup à vous, docteur Komlan Agossou. Je rappelle que vous êtes gynécologue, obstétricien. Avec vous, nous avons parlé de l'échographie, de l'importance et surtout qu'il faut le faire obligatoirement. Merci Mylène. Merci à toi aussi. Et merci à vous pour l'attention. N'oubliez pas les gestes barrières. On se retrouve demain à la même heure. Ciao, ciao.